Salut les terriens, aujourd'hui je vous propose un Le saviez-vous consacré aux robots de l'espace, ces machines qui vont nous ouvrir la voie jusqu'aux confins du système solaire et pourquoi pas au-delà en colonisant des mondes très éloignés du nôtre. Peut-être même qu'un jour nous entendrons un humanoïde nous faire parvenir un message à plus de 25 années-lumière de notre bonne vieille Terre en nous déclarant un petit pas pour la machine, mais un grand pas pour l'humanité. Bon, mais avant de voir si loin et de faire un tour d'horizon de ces futurs explorateurs robotisés, posons-nous d'abord cette question, pourquoi envoyer dans l'espace des robots plutôt que des humains? Cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais pour vivre, nous avons besoin d'être protégés des radiations, de respirer, de boire et de manger, de subir l'attraction terrestre, parfaitement réglée pour que nos muscles et nos os ne dépérissent pas, et pour tout cela, eh bien, l'espace n'est pas vraiment le meilleur endroit. Si nous souhaitons explorer l'immensité sidérale ou fouler le sol d'autres astres, nous devons concevoir des fusées, mais également construire des bases pour subvenir à nos besoins, ou encore produire des vaisseaux suffisamment grands qui nous garantiront ce minimum vital. Cela demanderait à la fois beaucoup d'énergie, une technologie bien plus avancée et une prise de risque très importante, alors pourquoi ne pas plutôt confier ces tâches à des robots ? Si toutes ces raisons sont les premières qui nous viennent à l'esprit, il ne faudrait cependant pas oublier qu'envoyer des machines à la place des hommes, c'est aussi et surtout une question de coût. En effet, selon Francis Rocard, astrophysicien français et responsable depuis 1989 du programme d'exploration du système solaire au Centre national d'études spatiales, le CNES, un robot dans l'espace coûte en moyenne entre 100 et 1000 fois moins cher qu'un être humain. Et ce n'est pas à vous qui suivez le journal de l'espace que je vais l'apprendre, le montant final d'une mission spatiale, c'est un sujet essentiel. Mais il n'y a bien sûr pas que l'argent, et la question du temps de trajet est elle aussi primordiale. Quand on sait qu'il faut au minimum 6 mois pour atteindre la planète rouge, ou pire que l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, est située à 40 000 milliards de kilomètres, soit un peu plus de 4 années-lumière, même en admettant que nous ayons déjà un vaisseau capable d'aller à cette vitesse, et pour rappel, nous en sommes encore très loin, le voyage risque d'être sacrément long, alors que pour un robot qui resterait en veille pendant plusieurs années de voyage, et qui ne s'activerait qu'à l'arrivée et une fois seulement qu'il est en orbite autour d'une exoplanète, eh bien cela paraîtrait beaucoup plus réalisable. À ce propos, serait-ce également pour cela que Tesla se met à fabriquer des robots comme la première version du Tesla Bot présentée ici par Elon Musk? Envisagerait-il finalement d'envoyer des machines préparer le terrain pour la colonisation de Mars? Qui sait, il souhaitait d'abord y envoyer une centaine de personnes, mais pourrait très bien missionner à la place une centaine de robots, puisqu'il n'y aurait alors plus besoin de se soucier d'un voyage retour. Et oui, pour les scientifiques, au vu de nos technologies actuelles, l'exploration spatiale n'est pas adaptée à échelle humaine, et en effet, selon Francis Rocard, 95% des missions robotiques ne reviennent pas. Les seules qui reviennent sont des missions dites de retour d'échantillons. Ce qui tombe bien, puisqu'un robot n'est pas censé avoir le mal du pays, du moins pas pour l'instant, mais peut-être dans quelques décennies, où avec les avancées de l'intelligence artificielle, ce dernier pourrait bien être doué d'une certaine forme de conscience et finir par verser une petite larme de silicone. En attendant, et avant de développer des émotions, un robot ne doit pas faire dans le sentiment et doit surtout faire preuve d'un minimum d'autonomie pour explorer le système solaire. Les ingénieurs sont donc dans la nécessité de rendre leurs appareils plus indépendants dans leur navigation et dans leur prise de décision. Nous allons découvrir ensemble les prochaines générations de machines, mais pour vous donner une idée plus large de l'évolution de la robotique spatiale, faisons d'abord un bref résumé de ceux qui sont déjà en poste et qui sont les tout premiers robots éclaireurs. De nos jours, les engins que l'on trouve dans l'espace sont avant tout des éclaireurs, et ils sont absolument partout. Des sondes et des atterrisseurs, des rovers ainsi que des drones hélicoptères, tout ce petit monde est équipé d'une multitude d'instruments à la pointe de la technologie. Si Perseverance et Ingenuity, actuellement à la surface de Mars et dont nous parlons régulièrement dans le journal de l'espace, sont de parfaits représentants de ces machines quasi autonomes, elles sont avant tout les héritières d'anciennes générations. Voyez plutôt, le 17 novembre 1970, lors de la mission soviétique Luna 13, le robot Lunokhod 1 se posait sur la Lune pour y rester 11 mois, le temps nécessaire pour le rover de prendre 20 000 photos, effectuer 500 tests, parcourir 10 km de distance, en étant contrôlé depuis la Terre par 5 personnes. 27 ans plus tard, et un peu plus loin dans le système solaire, vous apercevez ici Sojourner qui en juillet 1997 devint le premier robot mobile digne de ce nom à rouler sur le sol de Mars dans le cadre du programme Discovery. Déposé par la sonde Pathfinder, qui signifie éclaireur, voyez le nom n'est pas anodin,
il prit pas moins de 550 photos de la planète rouge, a parcouru une zone de 150 mètres carrés pendant 83 jours, avant d'arrêter d'émettre le 27 septembre de la même année, probablement à cause de l'épuisement de sa batterie qui s'inclina face aux difficiles températures martiennes. Jetons maintenant un œil du côté des humanoïdes, ou autrement dit des robots à forme humaine, et qui eux aussi sont déjà parmi nous. Pour éviter toute méprise et afin de rester pro, non, il ne s'agit pas des Daft Punk, mais bien du robot R2 pour Robonaut 2, créé par la NASA et General Motors, le premier robot humanoïde envoyé dans l'espace à bord de l'ISS en 2011. Équipé de caméras, de capteurs de force et pouvant être commandé depuis la Terre, il fut la toute première ébauche de la catégorie des robots assistants dont nous parlerons d'ici quelques minutes dans cette vidéo. Son objectif est de gérer de façon autonome des tâches destinées à la base aux humains. Mais comme vous pouvez le voir ici, l'esthétique des humanoïdes évolue constamment au fil du temps, ainsi que leurs capacités. En 2015, c'est donc au tour de Rollin Justin, alors sur Terre, d'être manœuvré et contrôlé depuis l'ISS par l'astronaute allemand Alexander Gerst. Le robot est alors équipé de capteurs et de caméras 3D qui lui permettent de se déplacer et d'effectuer des tâches simples de nettoyage ou de bricolage, le tout à distance depuis l'espace. Un design qui évolue encore, assez flagrant sur ces images où l'on voit un robot avec un aspect moins métallique. En 2016, suite à un concours organisé par la NASA, le Space Robotic Challenge, un super androïde appelé Valkyrie sort des ateliers. 1m82 pour 116 kg, équipé d'un sonar, de plusieurs caméras, d'un système de télédétection et de membres amovibles remplaçables par des outils de réparation, il est destiné à fouler le sol de Mars, rien que ça. Et même si ce dernier doit encore améliorer son autonomie, il nous laisse entrevoir le style futuriste des prochaines générations de robots. Comme vous pouvez le constater ici, un beau bébé d'1m80 et de 160 kg s'est invité à bord de l'ISS le 27 août 2019. Fedor pour Final Experimental Demonstration Object Research, ou Fyodor pour les intimes russes dont nous parlions d'ailleurs dans le tout premier journal de l'espace en 2019, pèse très lourd aussi bien sur la forme que sur le fond. Son objectif était pour rappel d'apprendre à imiter les gestes humains en étant téléguidé par un astronaute via un casque virtuel, afin de pouvoir aider à son tour ses coéquipiers humains dans certaines tâches basiques. Lors de ses tests sur Terre, le robot était capable d'ouvrir une porte, de travailler avec une perceuse, de tirer avec un pistolet à l'aide de ses deux mains, de conduire une voiture et un vélo à l'écran. Et bien sûr, tout ça c'était il y a déjà 2 ans. Alors quelle est cette fameuse nouvelle génération de robots que nous préparent les scientifiques dans leur laboratoire et que l'on nomme cobots? À quoi ressemblent-ils? Ces robots collaborateurs sont de nouvelles versions d'appareils destinés à assister l'homme lors de missions spatiales et en grande partie inspirés par la morphologie humaine ou animale. Ils vont nous étonner à bien des égards car ils seront dotés d'intelligence artificielle et d'une agilité extraordinaire afin d'être en mesure d'évoluer sur le sol d'autres planètes, y compris dans les souterrains de ces dernières ou même encore dans leurs océans. Vous avez probablement entendu parler de la société américaine Boston Dynamics qui diffuse à tour de bras des vidéos impressionnantes sur leurs robots, nous permettant ainsi de visualiser ce que ces futurs explorateurs seraient capables de faire. Plus sophistiqués donc que des simples rovers, plus autonomes, plus intelligents aussi, ces cobots travailleront en bonne harmonie avec des astronautes surentraînés, leur épargnant ainsi du temps sur des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, et leur évitant également des missions trop dangereuses. Pour atteindre cet objectif, l'ingénierie robotique collabore étroitement avec les biologistes, car ces machines devront être capables de reproduire la dextérité de certains animaux, d'égaler les capacités de vol de certains insectes, et enfin d'imiter les gestes de l'homme, voire même son toucher à la perfection. Et oui, car jusqu'à présent on n'a rien fait de mieux que la nature comme modèle d'efficacité, nos scientifiques peuvent donc prendre exemple sur la forme ou les capacités de certains insectes, afin de créer des cobots tout à fait adaptés aux futurs environnements exigeants d'autres mondes. Mais assez parlé des entreprises américaines, et concentrons-nous avec un zeste de chauvinisme sur la recherche spatiale européenne qui, loin d'être à la traîne sur ce sujet, est elle aussi à la pointe de l'innovation technologique. En effet, chez nos voisins suisses, dans la prestigieuse école polytechnique de Lausanne, qui compte 5 universités, 350 laboratoires et presque 10 000 étudiants originaires de plus d'une centaine de pays, des chercheurs s'attellent quotidiennement à une tâche pharaonique, créer les drones cobots du futur. Imaginez un peu des insectes mécaniques ultra légers et très résistants explorer les cavernes de Mars, ou encore des pingouins robotisés sonder les profondeurs océaniques d'Encelade. De la pure science-fiction me direz-vous? Eh bien pas si sûr, même si pour une fois dans le journal de l'espace, nous n'en sommes pas loin. Ce prototype que vous observez ici peut rouler et rebondir en plein vol sur des reliefs accidentés, et même cartographier les parois de grottes d'exoplanètes grâce à sa couverture sphérique ultra légère qui absorbe le moindre choc avec une efficacité déconcertante.
Mais poursuivons notre film, certes un peu futuriste, et imaginez suivre des yeux depuis votre cabine lunaire cette menthe religieuse de métal en train de construire d'autres quartiers sur la base afin de préparer l'arrivée prochaine de touristes ou de scientifiques. Bon, vous allez me dire, Mars et la Lune c'est une chose, mais qu'en est-il de l'exploration sur d'autres planètes qui ont des environnements plus complexes, tels que ceux de Ganymède ou Titan par exemple ? N'oubliez pas que sur Terre, il existe des animaux que l'on nomme les amphibiens, ou autrement dit des animaux qui se déplacent sur Terre comme sous l'eau, et dotés d'une morphologie qui pourrait tout à fait correspondre au relief des satellites que nous venons de citer. Mais continuons de rêver et supposons ceci, vous êtes un ingénieur, et en tant qu'astronaute, vous récoltez des informations très précises sur l'océan d'Europe dont nous vous parlions dans le saviez-vous du 28 septembre dernier. Grâce à un serpent de métal comme celui-ci, un cobot que vous avez envoyé prélever des échantillons dans les eaux salées et très profondes du satellite de Jupiter, vous découvrez, rêvons un peu, les toutes premières traces de vie extraterrestre. Le lendemain, après avoir bien arrosé cette découverte avec votre équipage, vous envoyez via le puits de forage le pingouin cobot pour confirmer les analyses. Ce dernier, plus approprié par sa taille pour faire face aux gigantesques mammifères sous-marins d'Europe qui ont bien failli avaler d'un seul coup votre serpent mécanique la veille, vous fournira peut-être bientôt d'autres preuves. Bon ok, je m'emballe complètement, surtout que nous avons bien plus de chances de trouver des micro-organismes dans l'océan de ce satellite, plutôt que des baleines comme nous l'évoquions il y a 15 jours dans le saviez-vous réservé à la recherche de la vie dans le système solaire. Mais revenons à nos cobots amphibiens et notamment à ce prototype de salamandre mécanique qui serait tout à fait adapté pour des missions de reconnaissance sur Titan, le satellite de Saturne qui présente des lacs et des rivières à sa surface et qui serait un parfait terrain de jeu pour ce robot. Poursuivons notre aventure imaginaire sur Mars, vous prenez le soleil dans votre résidence, et alors que vous contemplez depuis votre baie vitrée la Valles Marineris, vaste système de canaux martiens, vous voyez filer à toute allure un chien cobot chargé à bloc de matériel qui est destiné à une colonie située à seulement quelques kilomètres d'ici. Vous décidez alors d'enfiler votre combinaison et de sortir promener votre animal de compagnie, un ancien robot explorateur datant des toutes premières colonies martiennes, un kangourou cobot comme celui-ci. Il ne fait plus de prélèvements depuis longtemps, mais il amuse beaucoup vos enfants, et il est surtout le symbole de Festo, une entreprise allemande contemporaine qui a pas mal de surprises dans ses cartons comme nous allons le voir tout de suite. Et oui, je vous présente les toutes nouvelles fourmis bioniques qui peuvent à leur échelle effectuer un travail, de fourmis justement. De nombreuses applications sont possibles via un ensemble de mécanismes intelligents et collectifs capables d'œuvrer en usine sur des tâches très simples d'assemblage et de nettoyage. Toujours sur ce même système de colonie ou dessin de robots, avec par exemple ces robots capables de voler en parfaite coordination, équipés de GPS qui leur permettent de se géolocaliser, qu'on verrait d'ailleurs bien évoluer dans l'atmosphère dense de Titan, ou pourquoi pas sur celle de Vénus. Et enfin, pour nettoyer les canalisations de vos bases lunaires ou martiennes, avez-vous pensé à faire appel au service de ce cobot ? Comme vous pouvez le voir, l'étendue des possibilités est donc vaste pour ces robots inspirés de la nature terrestre. Ces futurs collaborateurs, des techniciens et des éclaireurs, des bâtisseurs ou même des ouvriers de maintenance pourraient bien être de véritables alliés lors des missions interplanétaires des prochaines décennies. Si la majeure partie d'entre eux ne sont encore qu'à l'essai dans des laboratoires, leurs applications dans le domaine civil et spatial sont néanmoins énormes et très prometteuses. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas que chez les Américains que l'on innove et que l'on travaille d'arrache-pied. Nos agences aérospatiales et nos entreprises européennes dans le domaine de la robotique spatiale ou civile sont loin d'être en retard, et certaines même, à l'exemple de cette société allemande dont nous venons de parler, n'ont pas du tout à rougir de quoi que ce soit, ni en termes de performance, ni sur les innovations technologiques. J'espère que ce voyage avant-gardiste aux limites de la science-fiction vous aura plu, je compte sur vous pour nous dire ce que vous en avez pensé, et pour contrôler à distance la vidéo en faisant briller ce pouce bleu, afin de réveiller l'intelligence artificielle de YouTube dans le bon sens. Je vous dis à vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine, salut les terriens!